Une découverte fascinante à Jérusalem, sujet de réflexion pour les archéologues, les pèlerins fidèles et les historiens, le possible lieu de repos du corps de Jésus. Ce qu'ils ont découvert sous le tombeau de Jésus a entraîné l'arrêt immédiat des fouilles. Et une fois que vous saurez de quoi il s'agissait, vous comprendrez parfaitement pourquoi. En 2022, une équipe d'ingénieurs a ouvert le sol en marbre de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem pour réparer des dégâts structurels. Leurs instructions étaient simples. Réparer les fissures et partir. Mais le radar à pénétration de sol a détecté quelque chose d'inattendu des chambres creusées directement sous le tombeau, à l'endroit précis où 6 siècles de documents officiels attestaient de la présence de roches-mères. C'est sec ici. Nous avons alors pensé qu'il s'agissait peut-être d'un vestige d'anciennes fouilles archéologiques, mais il n'en est rien. C'est un tunnel bien construit, qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, vers le centre vers le tombeau du Christ. Quelques heures plus tard, le Dr Eugenio Aliata, archéologue principal du Studium Biblicum Franciscanum, a vu les données être mises sous scellé, le matériel arrêté, et 3 membres de l'équipe de recherche discrètement évacués du site sans aucune explication. Les dossiers ont été scellés. Les rapports réécrits. Aucune découverte n'a été rendue publique. Mais ce que le radar a révélé sous la pierre, c'est un jardin caché des fragments de lin anciens qui, selon toute chronologie connue, ne devraient pas exister. La dalle de marbre qui recouvrait ce que l'on pense être le tombeau de Jésus vient d'être retirée, et les archéologues analysent actuellement ce qui se trouve en dessous. L'objectif était de déterminer si l'on pouvait voir jusqu'où remontait la roche et la dater de l'époque où Jésus aurait potentiellement vécu. Or, une chambre scellée contenant un banc funéraire vide n'a pas remis en cause le récit des évangiles. Au contraire, elle l'a confirmé. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont fermé le site. Le sol n'était pas destiné à être soulevé. Pendant des siècles, les pèlerins ont foulé le sol de marbre de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, sans le moindre doute. Des millions de pas, des générations de prières, la pierre semblait immuable. Elle inspirait la sécurité. Elle portait le poids de la fille et de la foi depuis plus longtemps que la plupart des nations n'existent. Personne n'imaginait un tel échec. L'unité dont témoigne cette restauration doit être une source d'inspiration pour les peuples de notre région, surtout en ces temps de troubles et de confusion sans précédent dans le monde. Pourtant, lors d'une inspection structurelle de routine en 2022, des ingénieurs ont remarqué de fines fissures se propageant sur le dallage de marbre autour du petit sanctuaire censé marquer le tombeau de Jésus. Ces fissures étaient minuscules, presque invisibles à l'œil nu, mais elles suivaient un schéma précis. Des instruments laser ont confirmé le pire. Le sol s'affaissait lentement de façon mesurable. Le plancher, sous le lieu le plus sacré de la chrétienté, glissait vers le bas, millimètre après millimètre, entraînant le sanctuaire dans sa chute. Or, voici le problème dans n'importe quel bâtiment. On démolit le plancher endommagé et on le répare. Mais l'église du Saint-Sépulcre est régie par le statu quo. Un accord séculaire selon lequel 6 confessions chrétiennes se partagent la gestion du site. Aucune pierre ne peut être déplacée sans l'accord de tous. Cette règle a maintenu la paix pendant des générations. Mais elle a aussi figé l'Église dans le temps. Les réparations sont retardées pendant des décennies. Les problèmes sont ignorés jusqu'à ce qu'ils deviennent critiques. La situation devenait critique. Si le sol continuait de s'affaisser, le sanctuaire se fissurerait. Et si le sanctuaire se fissurait, des travaux d'excavation d'urgence seraient imposés à tous, révélant tout ce qui se cachait en dessous et brisant le fragile équilibre des pouvoirs au sein du bâtiment. Des années s'écoulèrent avant que l'autorisation ne soit finalement accordée. Quand elles arrivèrent, les instructions furent brutales. Réparer uniquement le sol. Ne rien consigner d'autre que le strict nécessaire. Travailler vite. Parler le moins possible. Personne n'était à l'abri en cas d'imprévu. Dès que la première dalle de marbre fut soulevée, l'atmosphère changea. Là que Dr Marcello Ferretti, ingénieur en structure du Politecnico di Milano, qui avait supervisé des travaux de restauration de cathédrales médiévales à travers l'Europe, a décrit plus tard la scène avec précision. Les ouvriers revérifièrent leur mesure 3 ou 4 fois. Le ton baissa, on chuchota. Personne ne plaisantait. Personne ne se détendait. Plusieurs membres de l'équipe tremblaient visiblement.
Tous savaient qu'il se trouvait au-dessus d'un endroit scellé pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le temps. À mesure que le plancher se soulevait, les dégâts révélaient une histoire que personne ne voulait lire. Eh bien, ça va être la fin du projet. Parce que les pontes, ceux qui ne sont d'accord sur rien vont devoir se mettre d'accord là-dessus. Un truc du genre, allez, ouvrons les sanctuaires les plus intimes. Eh bien, ça n'arrivera pas. Les fissures formaient une figure plus ou moins rectangulaire, centrée directement sous le sanctuaire. L'affaissement suivait une limite nette. Quelque chose d'ancien et de caché exerçait une pression vers le haut contre la structure située au-dessus. Ce n'était pas de la dégradation. Ce n'était pas un hasard. C'était délibéré. Ils ont demandé un relevé géoradar, et l'image qui en est ressortie a laissé 3 archéologues chevronnés sans voix. Le substratum rocheux ne correspondait pas aux cartes. L'Accuradar a été introduit dans l'église avec une extrême précaution. Et seul un balayage de surface a été effectué. Rien ne devait toucher la pierre en dessous. L'objectif était simple, confirmer que le substratum rocheux était suffisamment solide pour supporter des renforts. Depuis des siècles, tous les documents attestent de la même chose. Calcaire continue s'étendant vers le bas, sans interruption. Il n'y avait donc aucune raison de s'attendre à autre chose. Cette certitude s'est effondrée dès le premier coup d'œil. Lorsque les données se sont affichées à l'écran, les techniciens sont restés figés. Le signal renvoyait des motifs incohérents. Des espaces vides là où aurait dû se trouver de la roche solide. Des rectangles aux contours nets, des lignes précises, une profondeur uniforme. Au début, on a incriminé les interférences. Jérusalem est une ville dense, jonchée de pierres, de métaux et de parasites électriques. L'équipement a été recalibré. Le scan a été relancé une nouvelle fois, puis une troisième. Les résultats sont restés inchangés. Chaque espace a conservé sa position. Ils n'ont pas bougé, ils sont restés nets. À chaque passage, ils devenaient plus clairs, plus précis, plus indéniables. Et voici le point crucial. La nature ne crée pas d'angle droit profondément sous terre. Ce qui apparut sur l'écran révélait équilibre, structure et intention. Il ne s'agissait pas de fissures dues à l'eau ou à un effondrement, mais de chambres sculptées. Le docteur Aliata étudia en silence les relevés de profondeur. Les formes étaient uniformes en hauteur et en largeur, étroitement groupées et centrées, non pas aléatoirement sous l'église, mais directement sous le tombeau. Le reste de l'édifice présentait des relevés normaux de la pierre massive partout. L'anomalie n'existait que sous le point le plus sacré de la structure. Aucun document écrit, émanant d'une autorité quelconque, ne mentionnait quoi que ce soit sous la dalle funéraire. Le Vatican ne possédait aucune documentation à ce sujet. Les archives orthodoxes et grecques ne révélaient rien. Les archives arméniennes restaient muettes. Des générations de gardiens avaient juré qu'il n'y avait rien sous terre. Le radar disait le contraire. L'équipe a effectué des relevés de contrôle dans les environs. Résultat parfait. L'équipement fonctionnait parfaitement. Aucun dysfonctionnement technique. Aucune erreur. Le sol sous la tombe était différent parce que quelqu'un l'avait modifié. Mais voilà le hic, les rapports ont été immédiatement réécrits. Wow! Regardez ce tunnel. Je ne m'attendais pas à trouver un tunnel en pierre de taille aussi bien construit, sous le tombeau du Christ, avec ce qui ressemble à une porte taillée à la main, juste ici, là-bas. Vide a été supprimé et remplacé par anomalie. Les fichiers étaient suites confidentiels. L'accès était limité. Les ingénieurs pesaient leurs mots avec précaution. Personne n'accusait personne de dissimuler la vérité, mais c'était inutile. Le silence était éloquent. Le socle rocheux sous le sanctuaire avait été taillé. Quelqu'un dans un passé lointain avait sculpté le calcaire massif avec détermination, habileté et secret. Ce qui se trouvait en dessous avait survécu aux guerres, aux incendies et à la destruction totale sans jamais être consigné par écrit. Si vous regardez encore cette vidéo, vous êtes déjà en avance sur la plupart des gens qui n'entendront jamais la suite. Abonnez-vous dès maintenant car ce qu'ils ont découvert sous cette roche sculptée ne se contente pas de remettre en question les faits historiques. Cela confirme quelque chose de bien plus dangereux. Rome n'a pas construit ici. Rome l'a enfoui. Pour comprendre comment quelque chose a pu se cacher sous l'un des sites les plus étudiés au monde, il faut comprendre ce que Rome a fait à Jérusalem.
Et Rome n'a pas simplement conquis cette ville. Rome l'a rayée de la carte. Après la chute de Jérusalem en 70 APR. Jasser C. Les troupes romaines démantelèrent la ville pierre par pierre. Des décennies plus tard, l'empereur Hadrien la reconstruisit sous le nom d'Aelia Capitolina, avec un seul objectif, effacer la mémoire juive et anéantir le christianisme. Les sites sacrés furent les premiers visés rasés. Puis des temples romains furent construits directement par-dessus, non pour honorer le passé, mais pour l'enfouir. À présent, prêtez attention à la partie suivante. Dans de nombreuses régions, Rome n'a pas reconstruit en hauteur. Elle a détruit en bas. Des quartiers entiers furent réduits en ruines et enfouis sous terre. Les ingénieurs romains ont délibérément scellé l'histoire sous des couches de pierre et de terre compactées. La couche découverte sous le sol de l'église correspondait parfaitement à cette méthode. Anna Kovalenko, géoarchéologue à l'Université de Varsovie, qui a consacré des années à l'étude des techniques de démolition romaine au Levant, l'a immédiatement identifié une épaisse strate de gravats compactés datant du IIe siècle. Les pierres étaient brisées en morceaux de taille uniforme et comprimées avec une force calculée. Il ne s'agissait pas de débris résiduels, mais de remblais intentionnellement mis en place dans le but d'enfouir les vestiges. Mais voici le rebondissement auquel personne ne s'attendait. Cette même violence a préservé ce qu'elle était censée détruire. En scellant les couches antérieures sous des tonnes de pierres compactées, l'air a été coupé. L'humidité était bloquée. Des matériaux qui auraient dû se décomposer depuis des siècles étaient restés intacts. Des chambres entières ont disparu de l'histoire sans avoir été détruites. J'étais autrefois très sceptique. Je trouvais cela bien commode que Constantin ait fait construire un nouvel édifice à l'emplacement même du temple de Vénus. Rome n'a pas bâti par-dessus ce site, elle l'a recouvert. Et c'est qui a subsisté l'a fait, parce qu'un empire l'a scellé et a voulu le faire oublier. Sous cette couche de destruction romaine, le sol a complètement changé. La carrière devenue jardin. Sous les décombres compactés, l'équipe a fait une découverte inattendue de la fine poussière de calcaire, de petits éclats laissés par les outils de taille. La roche émère portait des marques nettes, là où la pierre avait été extraite. Des traces précisées, délibérées. C'était une carrière du Ier siècle. De grosses blocs de terre avaient été extraites de ce lieu et emportées pour la construction. Cette partie était logique. Jérusalem avait été construite en calcaire local. Les carrières étaient omniprésentes. Maïsé, qui se trouvait juste au-dessus du sol de la carrière, remettait en question toutes les hypothèses. Une couche de terre sombre et riche dense en matière organique reposait sur la pierre taillée. Elle n'avait pas été transportée par le vent ni lessivée par la pluie. Quelqu'un avait transporté de la terre fertile et l'avait délibérément répandue sur le sol de la carrière abandonnée. Et tenez-vous bien, lorsque les scientifiques ont examiné le sol, ils y ont trouvé des grains de pollen préservés d'oliviers et de vignes. Non pas des espèces sauvages, mais des cultures réalisées à la main, entretenues au fil du temps. Des plates bandes peu profondes avaient été creusées dans le calcaire sous la terre, bien ordonnées, régulièrement espacées, disposées en rangées. C'était un jardin cultivé. Il exigeait de l'argent du travail et une attention constante. Plus tard, le Dr Kovalenko a décrit le moment où elle a découvert les données des plates-bandes comme le seul de toute sa carrière, où elle a dû quitter une pièce pour se ressaisir. Car un passage de l'Évangile de Jean décrit précisément cela, un jardin près du lieu de la crucifixion avec un tombeau neuf à l'intérieur. Pendant des siècles, les érudites ont qualifié ces mots descriptifs mais invérifiables. L'archéologie affirmait qu'un tel lieu ne pouvait exister. Or, le sol lui-même disait le contraire. Des jardins comme celui-ci étaient rares. Ils appartenaient à de riches propriétés privées. Souvent situés près des tombeaux familiaux, ils étaient clos aménagés avec soin et intention. Celui-ci n'a jamais été créé au hasard, ou n'était en rien un hasard. Le jardin avait été conçu et protégé bien avant l'arrivée des Romains venus le détruire. Et au centre de ce jardin creusé dans la roche se trouvait quelque chose de bien plus troublant que la terre, ou la pierre, le tombeau, utilisé avant même que le jardin ne soit achevé. Une fois la couche de jardin dégagée, l'équipe réalisa qu'elle se trouvait à l'intérieur d'un tombeau rupestre juif du Moyen siècle creusé, selon des lois funéraires strictes, bien documentées et rarement transgressées. Des banquettes funéraires lisses à une hauteur précise. Chaque mesure correspondait au tombeau de l'élite du début de l'époque romaine.
Dans la partie brisée, on pouvait voir la roche d'origine de la banquette. De plus, c'était important car on pouvait constater qu'elle était presque intacte. Juste sur un côté, il y avait une petite coupe sculptée dans la banquette, sans doute pour avoir emporté des reliques par le passé. Puis vint le détail qui plongea la pièce dans le silence. Sur le mur ouest, une niche funéraire avait été commencée mais jamais achevée. La découpe s'était arrêtée au milieu. Les traces d'outils bandage brut étaient encore visibles. Ni lissage, ni finishing. Un travail abandonné. C'est là que ça devient terrifiant. Dans la tradition funéraire juive, les tombes étaient toujours terminées avant d'être utilisées. Toujours. L'abandon d'une exhumation en cours était pratiquement inconnu. Pourtant, ce tombeau avait bien été utilisé. Les banks portaient des traces de contact, alors qu'une partie de la chambre funéraire était encore inachevée. Cette combinaison ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un enterrement réalisé dans l'urgence. La loi juive exigeait que les défunts soient enterrés avant le coucher du soleil et surtout avant le sabbat. Cette urgence est décrite explicitement dans l'Évangile selon Marc chapitre 15. L'inhumation eut lieu à la hâte car le soir approchait. Ce que le texte décrit comme une urgence, la Pierre le rapportait comme une interruption. Celui qui fut placé ici ne devait pas mourir à ce moment-là. L'espace fut préparé juste à temps, juste et assez. Et cette coupure inachevée mène directement à ce qui n'aurait jamais dû survivre, le linge qui n'aurait jamais dû exister. La pierre résiste aux millénaires. La matière organique, elle ne survit pas. C'est l'une des règles fondamentales de l'archéologie. Les vêtements se décomposent. Les huiles s'évaporent, la chair disparaît. Après 2 ans, personne ne s'attendait à trouver la moindre trace de corps dans la tombe. C'est précisément cette certitude qui a rendu la découverte suivante si bouleversante. C'est pourquoi les travaux se sont arrêtés presque immédiatement. À l'intérieur des rainures peu profondes de la banquette funéraire, les scientifiques ont détecté des fibres de lin microscopiques, totalement invisibles à l'œil nu. Elles n'ont pu être récupérées qu'à l'aide d'outils de micro-aspiration conçus pour prélever les plus infimes traces sans endommager la surface de la pierre. Au départ, les espoirs étaient minimes. On supposait une contamination. On s'attendait à des matières végétales. Personne n'était préparé à la découverte de résidus absorbés directement par la pierre elle-même. Des huiles funéraires aromatiques à base de myrrhe et d'aloès. Rares et coûteuses, elles étaient réservées exclusivement aux défunts honorés lors des funérailles juives du début de l'époque romaine. Or, il faut bien comprendre ceci, le linceul pouvait être écarté. La présence de résidus d'huile à elle seule pourrait s'expliquer par une activité ultérieure. Mais ensemble incrustés à l'endroit précis où un corps aurait reposé sur ce banc, ils convergent vers une conclusion, un contact physique direct. Un corps humain enveloppé de lin, des linettes traitées avec des huiles funéraires précieuses avaient été déposées sur cette pierre. Ce conservation n'a été possible que grâce aux travaux réalisés par Rome en amont. Lorsque la ville fut écrasée et scellée sous un remblai dense et compacté, la tombe devint une crypte hermétique. La circulation de l'air cessa. Le taux d'oxygène chuta brutalement. L'humidité fut bloquée. Ce qui aurait dû disparaître en quelques années est resté figé pendant des siècles. Une capsule temporelle accidentelle, créée par une destruction délibérée. Et voici ce que personne n'osait dire. À voix haute, l'Évangile selon Jean parle d'un corps enveloppé dans un linceul et parfumé selon la coutume juive. L'archéologie a confirmé la présence du linceul. L'archéologie a confirmé la présence des épices. L'archéologie a confirmé leur placement sur un banc funéraire à l'intérieur d'une tombe du Ier siècle. Ce que l'archéologie n'a pas confirmé, c'est la décomposition. Il n'y avait ni ossements, ni fragments, ni résidus de décomposition d'aucune sorte. Le lin était là. Les huiles étaient là. Un corps était manifestement là. Et maintenant, il avait disparu. Ni dérangé, ni dispersé, disparu. Ce n'était pas une absence due à la négligence. C'était une absence après une présence. Et sous ce banc, les données radar ont révélé qu'il y avait encore autre chose. La chambre sous la chambre. Juste sous le sol du tombeau principal, le radar a révélé un vide rectangulaire. Des arêtes vives, une profondeur constante, une géométrie précise. Ce n'était ni une fissure naturelle, ni un gouffre. La forme était exacte. L'intention était indéniable. Et rien dans aucun document historique, pas un seul rapport de restauration, pas une seule entrée d'archives n'en faisait mention.
C'était comme si le tombeau lui-même recelait un secret inscrit dans ses fondations. Comme il était interdit de percer le sol de marbre, l'équipe a dû improviser. Une microcaméra a été soigneusement introduite dans une fissure naturelle du calcaire. Je ne sais pas si je suis complètement sorti. Êtes-vous complètement sorti maintenant? Oui. Je sens quelque chose. Faites la vidéo. Faites-nous la vidéo. Le câble s'enfonça lentement centimètre par centimètre, puis l'image apparut sur les moniteurs. Le docteur Ferretti, qui avait supervisé des dizaines d'explorations souterraines dans d'anciennes églises à travers l'Europe, déclara plus tard n'avoir jamais vu un groupe de professionnels réagir ainsi. Tous retinrent leur souffle au même instant. Une seconde chambre demeurait intacte sous le tombeau principal. Le sol était recouvert d'une poussière qui n'avait pas été déplacée depuis près de 2 ans. Aucune empreinte, aucune trace d'outil, aucune cicatrice d'une intrusion antérieure. Les parois étaient lisses et propres. Aucun signe qu'un être humain ait pénétré dans cet espace depuis sa fermeture. Au centre de la chambre se trouvait un banc de calcaire. 16 boards étaient tranchants. Sa surface était immaculée. Elle n'avait jamais été érodée, jamais touchée par l'humidité. Il n'y avait aucune trace de restes humains, mais les traces étaient là. Des fibres de lin microscopiques réapparurent, cette fois-ci regroupées en un amas serré concentré sur une zone précise du banc, comme si un emballage avait été brièvement déposé, puis retiré. Le motif était délibéré, local. Aucune éraflure, aucune trace de traînée, aucun signe de pillage ou d'effraction. Rien dans les archives archéologiques ne correspondait à cela. Rien. Aucune tradition funéraire juive n'incluait une chambre secondaire, cachée sous une tombe laissée vide mais parfaitement conservée. La réutilisation des tombes par les Romains n'expliquait rien. L'apilage de tombes laisse toujours un chaos indescriptible. Ossements éparpillés, seaux brisés, des traces d'outils dans la pierre. La décomposition naturelle laisse toujours des résidus. Or, il ne s'agissait de rien de tout cela. Le corps avait été enlevé sans la moindre perturbation proprement complètement et aucun mécanisme identifiable par l'équipe ne pouvait l'expliquer. Un silence pesante régnait dans la pièce, tandis que la retransmission vidéo continuait. Personne ne parlait. Des notes étaient prises avec soin froidement, cliniquement. Le poids de ce qu'ils voyaient était trop lourd pour toute conversation. La conclusion était inévitable. La tombe avait été utilisée. Un corps avait été enveloppé dans un linceul et déposé sur ce banc puis enlevé sans laisser la moindre trace, ni de la manière, ni du moment. Pourquoi les fouilles n'ont pas pu se poursuivre? Elles n'ont pas été interrompues par danger ni pour des raisons politiques. Elles ont été interrompues en raison des preuves accablantes et de ce qu'aucune institution au monde n'était disposée à admettre. Un jardin privé a été aménagé au-dessus d'une carrière abandonnée. Un tombeau fraîchement creusé, utilisé avant même d'être achevé. Des fibres de lin et des essuie-les funéraires sur le banc. Une chambre scellée sous le sol. Un lieu de repos vide, sans explication quant à la façon dont il s'est vidé. Chaque détail confirmait le récit évangélique de l'inhumation, avec une précision telle que l'atmosphère de la pièce semblait s'alourdir à chaque nouvelle donnée. L'archéologie confirmait le décès, l'inhumation et le tombeau vide. Ce qu'elle ne peut confirmer, c'est comment le corps a été exhumé, mais elle peut exclure toute explication plausible. Ni décomposition, ni déplacement, ni vol, ni réutilisation, ni perte accidentelle. Uniquement la preuve d'une inhumation suivie d'une exhumation sans perturbation. C'est là que s'arrête la science et que commence le sens. Poursuivre les fouilles obligerait à tirer une conclusion. Cela exigerait une explication officielle pour un tombeau vide qui se comporte exactement comme décrit dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 20, verset 8. Les linges funéraires sont toujours là. Le corps a disparu. L'archéologie ne peut proclamer la résurrection. Elle ne le fera jamais. Mais sous l'église du Saint-Sépulcre, elle a confirmé que toutes les conditions matérielles requises par le récit existent bel et bien dans le sol. Et elle a démontré de manière systématique et mesurable que toute explication naturelle est erronée. C'est pourquoi les fouilles ont été interrompues. Non pas parce que la foi était menacée, non pas parce que la structure était instable, mais parce que le sol sous le tombeau ne permettait plus la neutralité.
Les fouilles ont atteint une limite que la science ne peut franchir sans accéder au sens, et c'est précisément ce sens que ce site a été scellé pour protéger pendant 201 ans. Rien de ce qui a été trouvé sous ce tombeau ne contredit le récit biblique. Ce qui est terrifiant, c'est la parfaite concordance. Voici donc la question à laquelle personne, lors des fouilles, n'a osé répondre ouvertement. Si toutes les explications naturelles d'une tombe vide échouent, que reste-t-il? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si ce genre de contenu vous fait réfléchir, abonnez-vous. Ce n'est que le début.